Les gens ne me connaissent pas. Ils me connaissent à travers ce qu'ils peuvent voir de moi. Toutes les discriminations, quelles qu'elles sont, elles n'ont pas de place. C'est pas dans le football, c'est dans le sport en général. Quand on se voit déjà arriver, ben là, patatras. J'ai payé aussi. Je suis passé par là. Bonjour Didier Deschamps. Bonjour. Merci d'accorder cette interview à Brut. Vous êtes originaire de Bayonne. À la base, c'est plus une terre de rugby. Comment vous en êtes arrivé au football? Par le rugby. J'ai joué au rugby aussi, j'étais très sport, j'ai fait un peu tous les sports, j'ai fait de l'athlétisme, du cross, du handball, j'ai joué au rugby, mais je préférais par-dessus tout le football, donc voilà, j'ai choisi. À un moment, il a fallu que je choisisse très tôt, puisque j'avais 14 ans et j'étais sollicité pour intégrer un centre de formation. J'ai dû prendre la décision de modifier ma trajectoire, c'est-à-dire qu'il était d'abord études pour voir après ce que j'aurais pu faire, mais là c'était un choix déjà important très tôt d'intégrer le centre de formation de Nantes. Il a dû en baver quand même, certainement, hein. Plus qu'on ne pense, parce que pour arriver où c'est qu'il est arrivé, ça, il a fallu qu'il en baille, oui. Non, je ne peux pas dire que j'en ai bavé. Lui, il en a certainement plus bavé que moi. Pour d'autres raisons, parce qu'il fallait nourrir la famille, il fallait travailler, des fois sacrifier le week-end pour qu'on ait suffisamment pour bien vivre. Moi, je n'ai pas bavé, ça fait partie, j'ai choisi. On ne peut pas tout avoir dans la vie à partir du moment où on fait le choix de rentrer dans un centre de formation, de tout faire pour être professionnel, d'aller le plus haut possible. Mais ça implique aussi d'avoir une hygiène de vie, un cadre de vie qui est différent, forcément. Ils vont en remettre encore, hein. Maîtrise, on s'énerve pas. Là, ça pousse, ils arrivent en retard. Suarez, là-bas, il te cartonne. Rien du tout. Bon, ça sert à rien, faites pas de geste à l'arbitre. Surtout pas. Mais vous pouvez lui parler. La quasi-totalité des personnes qui disent me connaissent à travers ce qu'ils peuvent voir de moi quand je suis dans mon rôle de sélectionneur ces dernières années ou avant quand j'étais joueur, mais c'est pas forcément ce que je suis dans ma vie au quotidien. Justement, l'exposition, c'est deux époques différentes. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ah non. Aujourd'hui, on voit quasiment en temps réel la vie des joueurs. Pour le plus grand bonheur de tout le monde, oui. Quand ça se passe bien, c'est merveilleux. C'est le monde d'aujourd'hui. C'est la multiplication des médias et avec les réseaux sociaux, bien évidemment, avec le côté positif qui permet d'avoir des images, des émotions qu'on n'aurait pas pu avoir avant, en instantané, quasi en instantané. C'est le monde d'aujourd'hui. Je ne me bats pas contre ça, ça fait partie de la vie, même si moi personnellement j'y suis pas, j'y serai pas parce que j'ai pas d'intérêt, j'ai pas de plaisir à y être ou de faire partager, mais c'est une question de génération aussi. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est de montrer ce qu'ils font, avec qui ils sont, où ils sont. Moi je préfère ne pas savoir où je suis, avec qui je suis. Voilà, mais c'est le monde d'aujourd'hui, je ne vais pas lutter contre ça, ça fait partie de la vie médiatique aujourd'hui, et en tenant compte de l'évolution de cet aspect de la multiplication des médias et des réseaux sociaux qui fait qu'aujourd'hui, la discrétion est de plus en plus réduite, bien évidemment. Et comment on gère ça d'un point de vue groupe ? On l'a vu en 2018, pendant la Coupe du Monde, on suivait quasiment en temps réel tout ce qui se passait. Comment vous, en tant que sélectionneur, vous arrivez à mettre un peu la limite pour... J'étais déjà confronté à ça en 2014, à la Coupe du Monde au Brésil. Interdire, c'est impossible pour moi. Je ne me voyais pas interdire parce que c'est enlever une liberté. Ils ont cette liberté-là. Après, le plus important, c'est de pouvoir cadrer pour qu'ils ne se mettent pas en difficulté et qu'ils ne mettent pas le groupe en difficulté, ce que représente l'équipe de France, la fédération et ce maillot bleu, blanc, rouge. Et des fois, quelque chose qui peut faire rire sur le moment, avec le temps et très vite après, peut être quelque chose qui peut devenir très vite une polémique. Quelque chose qui, sur le moment, je vais prendre un exemple, je l'ai toujours pris, où on était au Brésil en 2014 pendant la Coupe du Monde, où les joueurs avaient des temps libres, on était dans un camp de base plutôt agréable, où il y avait des piscines, ils peuvent se prendre en vidéo autour de la piscine, ils ont un moment de relâche.
il n'y a rien de mal. Mais les supporters français qui sont en France et qui voient ça, et si ça se passe mal le match qui suit, ils disent mais ils ont que ça à faire, de faire de la bronzette et rien faire autour de la piscine. C'est un exemple, mais c'est la réalité. Donc c'est pas mettre... quand ils parlent d'eux ou qu'ils se mettent eux en image, entre guillemets, après libre à eux, en faisant attention à ce qu'ils peuvent mettre aussi comme commentaires, mais surtout pas mettre en difficulté ou partenaire ou adversaire ou l'institution, parce que l'institution elle est au-dessus de tout de toute façon. Ma mère lui disait tout le temps, si tu veux on joue au baby-foot ensemble, et elle lui dit mais laisse-le gagner, parce que moi je pleurais quand je perdais, et il lui dit non, c'est comme ça qu'il apprendra. Moi, Dylan. Ce qu'on retient beaucoup dans la construction de votre parcours, c'est la haine de la défaite, où clairement vous lâchez jamais rien, même quand vous jouez avec votre fils. C'est encore le cas, ouais. Non, bah après ça c'est plus ma vision de l'éducation. Je dis pas que c'est la bonne pour tout le monde, mais et mon fils reconnaît aujourd'hui que c'est quelque chose qui lui sert et qui lui a servi, et qui lui sert et qui lui a forgé un mental. Parce que moi aussi j'ai été éduqué comme ça et de pas voilà d'être dans l'adversité ça oblige à aller puiser au plus profond de soi et les qualités psychologiques, mentales sont très importantes aussi dans le sport de haut niveau. À qualité égale, forcément après c'est le mental qui fait la différence, mais ce qui ne veut pas dire que certains papas peuvent éduquer leur fils d'une autre manière et que le fils ne réussisse pas très bien sa vie. Donc c'est une vision d'une forme d'éducation qui peut réussir avec certains enfants, mais qui peut ne pas être la bonne avec d'autres aussi. Le mental, justement, vous passez de Nantes à Marseille, alors... oui, il y a très longtemps, oui. Avec une grosse pression. Des exigences, pression, c'est un bien grand mot. Ça aussi, c'est un terme... Oh, pression. C'est pareil, oui, c'est des mots qui relient la pression, non, c'est de l'adrénaline. Tout ce qui est négatif, moi, j'aime pas. Pression, stress... Non, c'est de l'adrénaline, de l'excitation. Après, il y a comment on appréhende l'environnement extérieur qui peut avoir plus ou moins d'influence sur sa façon d'agir, de réagir. Mais c'est pas de la pression, c'est de l'exigence. Soit on veut rester là où on a toujours l'ambition d'aller plus haut. Si on va plus haut, il y a plus d'exigences, il y a plus d'attentes. Il faut toujours plus. Ou on se contente de se dire c'est très bien et j'en reste là. Ça peut convenir, mais quand on fait quelque chose de bien, on peut toujours faire mieux. Quand c'est très bien, il y a toujours la possibilité de s'améliorer, de faire mieux, même si ça a permis de réussir ou de gagner. C'est pas se contenter de ce qu'on a fait, c'est s'enrichir, se nourrir de ce qui a été bien fait, mais pouvoir encore améliorer certaines choses. Et dans le sport de très haut niveau, voilà, il y a la formule, les détails, mais c'est souvent des détails, l'accumulation de détails. Moi, je pars du principe 1%, 2%, c'est pas grand-chose, mais ces 2%-là, je préfère les mettre de notre côté plutôt que de les donner à l'adversaire. À Marseille, il y a une rencontre, c'est celle avec Bernard Tapie. On dit souvent que dans le football moderne, il y a de moins en moins justement de dirigeants forts en gueule ou charismatiques. C'est réducteur de dire ça. Deux époques différentes, est-ce que... Oui, aussi. Il pourrait pas, c'est pas possible de faire les choses comme ça aujourd'hui. C'était une autre période, une autre... C'est quoi, c'est notre génération. De faire des copier-coller, ce qui marchait il y a 10 ans, il y a 20 ans, ne marche pas forcément aujourd'hui, parce qu'on n'a pas les mêmes personnes en face, pas avec les mêmes centres d'intérêt, ils ne fonctionnent pas de la même façon. On peut pas, il y a un maître mot après dans tous les domaines professionnels. Quand on est dirigeant ou on a une responsabilité, c'est s'adapter. S'adapter au contexte, s'adapter aux personnes qu'on a en face de toi, avec leur caractère, leur personnalité différente. Ça a marché à ce moment-là, parce que tout était réuni certainement, de par la personnalité des uns et des autres, mais c'est pas se dire, et au même moment, refaire la même chose à un autre endroit, c'est pas forcément que ça aurait à coup sûr bien marché aussi. Ce franc-parler, peut-être, est-ce qu'il n'est plus possible aujourd'hui? C'est la vie, oui, aujourd'hui. Malheureusement,
Aujourd'hui, chaque mot peut avoir des conséquences très importantes. Donc aujourd'hui, la communication prend une place essentielle et le moindre mot peut amener... Vous le regrettez? Non, je m'adapte, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la maîtrise, mais de notre côté, je ne vais pas dire que je le subis, mais l'environnement médiatique sportif va dans cet excès-là, où on va plus dans tout ce qui est le plus agressif, le plus violent. C'est pas une bonne chose. C'est pas comme pousser une gueulante, c'est pas forcément aussi crier plus fort que tout le monde. On peut dire les choses sans pour autant monter les décibels. C'est plus ce qui est le plus important. C'est le choix des mots pour moi et l'adéquation entre ce qu'on dit et le visage. Vous avez souvent évoqué votre fierté de jouer pour l'équipe de France. Est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez que ce sentiment de fierté nationale, il existe encore chez les jeunes générations? Il est très fort. Il est redevenu très fort. À un moment, ça va avec la courbe des résultats et l'historique de l'équipe de France. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, oui. Vous avez senti des moments où c'était plus compliqué? Plus ou moins, mais c'est par rapport à ce qui a pu se passer, avec des périodes plus ou moins difficiles, et cet attachement et ce que représente ce maillot et l'importance que peuvent avoir les joueurs quand ils ont ce maillot, les devoirs qu'ils ont vis-à-vis des supporters, notamment de la nouvelle génération. J'aime pas le mot exemplaire. Être exemplaire, ça veut dire que personne n'a le droit à l'erreur, mais ce sont des exemples. Et dans les exemples, il y a de bons et de mauvais exemples. Il vaut mieux être de bons exemples pour les jeunes. Personne ne sera jamais au-dessus d'un collectif. Et tous les joueurs qui peuvent être importants sont importants à travers un collectif. Et à un moment, dans un sport collectif, il y a toujours des équilibres à avoir, des équilibres purement spécifiques sur le terrain, des équilibres sociaux aussi, ce qui m'amène avec mon staff à beaucoup réfléchir, discuter, échanger, à un moment à prendre des décisions comme je les fais et je les assume à chaque fois, mais il y en a qui n'ont pas été d'accord, qui ne seront pas d'accord, mais ça fait partie, mais ça me gêne pas. Je suis là pour choisir, autrement je ferai un autre métier. Quand on ne choisit pas, on n'a pas de problème, tout le monde est d'accord. Hein. Mais à partir du moment où on choisit, on parle toujours de en ce qui me concerne, quand je fais une sélection, on va toujours me parler de ce que j'ai pas pris. Mais si j'avais pris ce que j'ai pas pris, on me parlerait de ce que j'aurais pas pris aussi. C'est pas très clair, mais vous m'avez compris quand même. et si justement il y avait un conseil à donner à cette jeune génération, dans le comportement, dans l'attitude à avoir pour aller au niveau? Il n'y a pas de conseil. Ils sont comme ils sont, avec des centres d'intérêt différents, modes de fonctionnement différents, mais pourquoi voir que le côté négatif? Elle a aussi beaucoup de qualités, cette jeune génération, qu'on n'avait peut-être pas, la mienne et celle d'avant. Aujourd'hui, ils veulent tout de suite. Ils ont cette faculté, s'il y a besoin de partir, d'aller à l'étranger jeune, il n'y a pas de souci. Avant, c'était quelque chose qui était quand même... On était quand même plus réticents. Ils ont une énorme confiance en eux. L'affaire commence en 98, quand un entraîneur du championnat italien s'étonne de l'impressionnante évolution physique de certains joueurs de la Juventus de Turin. Une enquête est ouverte. La police perquisitionne alors les locaux de la Juve et découvre une pharmacie digne des plus grands hôpitaux. À l'époque, le procureur a auditionné tous les joueurs de la Juve, dont Didier Deschamps, à 3 reprises. À la Juventus ou ailleurs, il n'y a jamais eu dépôt ou quoi que ce soit. Eux, ils sont peut-être convaincus de certaines choses. Moi, je suis tranquille de ce côté-là. Je n'ai jamais pris de produits illicites durant ma carrière parce que j'en avais pas besoin de toute façon. En Italie, à la Juventus, il y a peut-être un chapitre qui avait fait beaucoup parler à l'époque, c'était les soupçons de dopage. Comment vous vivez cette période à ce moment-là, avec toutes ces révélations? Révélation, c'est... on est pris dans le... Je vais dire vulgairement dans le tambourin de la machine à laver, c'est pris dedans, mais aujourd'hui, on peut en reparler, j'ai pas de souci avec ça. C'est des affaires qui ont été jugées, donc il n'y a pas à revenir dessous. Après, il y en a certains qui peuvent dire oui, mais
Il y a eu des choses claires, nettes. La justice a rendu son verdict. À partir du moment où la justice rend son verdict, il n'y a pas à revenir dessus. C'est le principe de base. Même si sur le moment, forcément, c'est des choses qui sont désagréables parce que voilà, il y a le doute, la remise en cause. Comme c'est souvent le cas quand il y a quelque chose de négatif, ça va aussi dans l'excès et c'est jamais agréable pour qui que ce soit de vivre ces événements-là. Le plus important, c'est de garder sa sérénité. Vous avez tout gagné dans votre carrière? Non, j'ai perdu. J'ai gagné pas mal de titres, mais j'ai aussi perdu des titres importants. Mais on retient plus ce que j'ai gagné, mais je suis pas malheureux de ce côté-là, non, bien au contraire. S'il y avait un regret? Je n'ai pas de regret. Aucun? Non, pourquoi? C'est pas après se dire oui, mais si j'avais, j'ai pas la réponse. Si j'avais fait ça, est-ce que ça se sauve? Non, c'est passé. Je regarde jamais dans le rétro. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui et surtout demain. Je suis fier de ce que j'ai réalisé, mais si à un moment il y a eu des échecs ou non réussites, ça m'a permis aussi de grandir et d'analyser, mais le haut niveau, voilà. On retient celui qui gagne, on ne retient pas celui qui est finaliste, mais ça m'est arrivé aussi d'être finaliste plusieurs fois et de ne pas avoir eu la cerise sur le gâteau au bout. Vous avez été champion du monde en tant que joueur. Je suis attaqué. Non, c'est un moustique. Peut-être. Il y a la Coupe d'Europe qui arrive dans... Championnat d'Europe? Championnat d'Europe qui arrive dans quelques mois maintenant. On n'y est pas encore, il faut se qualifier. Il faut se qualifier. Chaque chose en son temps. Ouais, pour le moment, on n'est pas qualifié. On est sur la bonne voie, mais on n'est pas qualifié. Comment on garde toujours la motivation intacte quand on a réussi à avoir autant de succès? Parce que la passion est intacte. Je ne me suis pas posé la question après le titre mondial, parce que je suis peut-être jeune, entre guillemets, en tant que sélectionneur, pas en tant qu'homme, puisque le demi-siècle est passé. Mais à partir du moment où voilà, cette passion est intacte, le jour où elle sera moindre, certainement, je passerai à autre chose, où j'arrêterai de moi-même, ou peut-être... À l'Euro 2020, ça pourrait... Je ne me pose pas la question. Aujourd'hui, je vais par... non, c'est pas, ça sert à rien de se vous dites pas, projeter. J'ai la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe en tant qu'entraîneur. Non. Bah, il y a toujours quelque chose. Après, c'est quoi? Après la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien qui est au-dessus. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a rien d'intéressant et d'excitant à faire. Chaque chose en son temps, il faut aller par étapes, ne pas oublier de ne pas se voir déjà à l'Euro et encore moins champion d'Europe. Aujourd'hui, on est dans un temps de passage où on doit se qualifier. C'est bien d'aller par étapes. Et c'est un peu le mal du sport français en général, c'est quand on se voit déjà arriver, et là, patatras. J'ai payé aussi. Je suis passé par là. C'est quelque chose qui est très douloureux, donc j'ai surtout pas envie de le revivre et de le faire vivre à mes joueurs. On parle du mal du sport français, il y a un sujet dont on parle beaucoup en ce début de saison, c'est la lutte contre l'homophobie dans les stades. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pourquoi, c'est pas je suis désolé, c'est pas l'homophobie, c'est les discriminations. Pourquoi ressortir l'homophobie plutôt qu'une autre, ou le racisme? C'est toutes les discriminations, quelles qu'elles soient. Elles n'ont pas de place, c'est pas dans le football, c'est dans le sport en général. Il y a des choses qui se passent, c'est faire en sorte, en concertant un peu tout le monde pour que ça arrive moins dans un premier temps et en espérant que ça n'arrive plus. Je ne voudrais pas ressortir, non pas que... Après, c'est autrement mettre un curseur et dire oui, mais cette discrimination-là est plus importante ou moins importante. Non, toutes les discriminations, quelles qu'elles soient, parce que le sport, pour moi, et le football, qui est le sport le plus populaire, c'est certainement le meilleur moyen d'unir et de réunir les gens. Et le fait d'arrêter un match, par exemple, est-ce que c'était une bonne idée? On a vu ces derniers temps, à partir du moment où il y a eu des... C'est pas des idées... à un moment, il y a c'est la responsabilité des instances de dire stop. Après, moi, je peux avoir mon propre avis de dire là, il faut aller, là, il fallait pas. C'est toujours... il y aura toujours des pour et des contre. À un moment... Quand on veut lutter contre quelque chose, oui, il faut prendre des décisions qui soient fortes. Mais je ne suis pas là pour dire, oui, là, il fallait le faire, là, il ne faut pas le faire. Chacun peut avoir un avis et pas forcément détenir la vérité. C'est au contraire réunir tout le monde pour que ça arrive moins dans un premier temps, jusqu'à ce que ça n'arrive plus du tout.